toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 25 mai 2016. Avant d'entamer l'émission de Direct aujourd'hui, toute l'équipe en fait de Direct présente toujours ses condoléances aux familles des victimes du crash de l'avion d'Égyptair, 804, 7 jours après ce drame, et l'équipe également a tenu à présenter ses condoléances aux familles, après les familles égyptiennes, aux familles françaises, ou plutôt les familles des 15 Français qui étaient à bord de l'avion, et nous avons pu récolter plusieurs villes ou avoir plutôt un accès sur plusieurs villes d'où ils étaient originaires. Donc nous tenons ce soir à présenter nos condoléances à ces familles. Les victimes étaient d'Amiens, d'Argenteuil, d'Angers, de Val-de-Moire, d'Heureux, de Cergy, de la Val d'Oise aussi, et peut-être d'autres originaires d'autres villes, mais malheureusement nous n'avons pas eu accès à avoir toute la liste complète des noms des autres victimes. Donc nos sincères condoléances aux familles égyptiennes et françaises et aux autres familles aussi des autres pays d'où étaient originaires les autres victimes de l'avion. Ce soir donc nous allons parler premièrement de la coopération entre la France et l'Égypte, bien sûr, dans le domaine du crash de l'avion d'Égyptair, puisque nous sommes toujours au 7e jour. Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles des 2 boîtes noires qui devraient être exploitées, mais en même temps, la France, l'Égypte et la Grèce assurent qu'aucune hypothèse n'est écartée et aucune hypothèse aussi n'est privilégiée. Et pour passer au milieu de l'émission également, nous allons passer en revue un événement très important, qualifié d'historique par le monde, la communauté internationale. Il s'agit de la visite du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, qui est arrivé en France hier, où il a été accueilli par le président français François Hollande. Et une visite, bien sûr, qui est précédée par une autre, plus historique, qui est la visite de Dr Ahmed Taïb au Vatican. Et notre troisième commentaire sera aujourd'hui aussi sur les dernières chances, ou plutôt sur l'initiative française de tenter de relancer le processus de paix à point moribond, bien sûr, à travers aussi la conférence internationale à laquelle seront invités plusieurs grands chefs d'État pour tenter de trouver une solution à la question israélo-palestinienne. Mais apparemment, selon les dernières nouvelles, une initiative refusée toujours par les Israéliens qui ne veulent toujours pas de la politique, plutôt 2 États. 2 États qui pourraient vivre ensemble côte à côte. Donc nous allons parler de tout ça en détail avec notre invité ce soir, Monsieur Volker Windfuhr, qui est président de l'association de la presse étrangère en Égypte. Et nous allons également passer en revue quelles sont les éthiques du journalisme, en fait, le journalisme en général. Nous n'allons pas parler du journal égyptien, du journalisme égyptien, ni de la presse occidentale, ni de la presse des États-Unis. Bien sûr, mais nous allons parler des éthiques. Comment peut-on être objectif aujourd'hui en 2016, durant ce 21e siècle? Comment peut-on surmonter notre subjectivité? Tout cela, nous allons en parler avec notre invité, et nous allons essayer également d'avoir quelques interventions téléphoniques qui nous devraient être préparées au milieu de l'émission avec quelques invités qui seront en France et certainement à Paris ce soir. De suite, nous allons donc commencer par la visite, comme je l'ai cité tout à l'heure, de Dr Ahmed Taïb, Cheikh Al-Azhar, qui est arrivé hier à Paris. Il a été reçu bien sûr par le président français François Hollande. Comment il a expliqué l'importance du dialogue et de la confiance entre les cultures et entre les religions. Notre collègue vous a préparé un commentaire très détaillé sur la visite et les dernières déclarations aussi concernant la tolérance de la part du président français qui a participé à cette réunion avec le grand imam d'Al-Azhar, Ayachel et Sarah El-Maghrabi. Le président français Taïb a expliqué comment Al-Azhar a appuyé la paix internationale dans les communautés à travers le monde en accordant une attention particulière à la France. Le grand imam a aussi dénoncé les attentats terroristes récents qui ont eu lieu en France et en Belgique. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et le ministre de l'Intérieur Bernard ont assisté à cet entretien.
À son arrivée mardi à Paris, le grand imam a assisté au deuxième forum vers un dialogue civil entre l'Est et l'Ouest, où il s'est adressé aux Européens et à tous les musulmans du monde entier, soulignant l'importance du dialogue et de la confiance entre les religions et les cultures. Appelant les pays européens à lever les obstacles à l'intégration des musulmans en Europe, le Cheikh Ahmed Taïb a également demandé à ceux-ci de prendre leur part dans ce travail et à se sentir citoyens à part entière. Au passage, le grand imam s'est également livré à une critique de médias européens qui déforment l'image de l'islam et a dénoncé les caricatures diffamatoires du prophète de l'islam sans tenir compte du respect des croyances. Voilà, donc on entame avec plus de détails sur cette initiative française par le président français François Hollande, où il a dépêché le Premier ministre Emmanuel Valls en fait en Israël et en Palestine pour tenter de trouver une solution au conflit israélo-palestinien, une question, plutôt une des plus anciennes questions du continent. Paris a donc essayé de remobiliser la communauté internationale en faveur d'une solution pour deux États. Et en fait, le Premier ministre Emmanuel Valls, il est venu en Israël et dans les territoires palestiniens pour défendre cette initiative de paix pour cette conférence internationale qui devrait avoir lieu en automne prochain. Et malheureusement, il est reparti hier avec la même position, l'opposition israélienne et en même temps le soutien palestinien. Son homologue palestinien Rami Hamdallah a lui réaffirmé à Ramallah l'adhésion de l'autorité palestinienne au projet français de réunir une conférence internationale donc pour tenter de relancer l'effort actuellement moribond visant à résoudre l'un des plus vieux conflits de la planète. Mais Netanyahou a agi bien sûr à l'israélienne et a retiré lundi la franche opposition d'Israël au plan français assimilé dans sa bouche aux dictats internationaux selon Netanyahou et selon ses propres termes. Notre collègue Ayachel et Sarah Al-Maghrabi et ce commentaire. Alors que les Français semblent voir là un artifice, le Premier ministre palestinien a affirmé que Netanyahou cherchait à gagner du temps. De tels pourparlers ont lieu depuis 20 ans, a-t-il dit. Cette fois-ci, M. Netanyahou n'échappera pas à la communauté internationale, a ajouté Rami Hamdallah, soulignant là le double choix palestinien, internationaliser la cause palestinienne et en finir avec de vaines discussions qui ne font qu'ancrer les faits accomplis de l'occupation et de la colonisation israélienne, et éloigner toujours davantage la création d'un État palestinien. Le temps presse, a-t-il insisté. M. Valls a signifié à mot couvert que la France n'était pas prête à reconsidérer son plan de marche après la contre-offre de Netanyahou. Paris dit vouloir remobiliser la communauté internationale autour d'une solution à deux États à la faveur d'une grande conférence qui aurait lieu à l'automne avec les Israéliens, les Palestiniens et les grands acteurs concernés. Pour en jeter les bases, elle réunit le 3 juin les chefs de la diplomatie d'une vingtaine de pays et les représentants de grandes organisations internationales, mais sans les Israéliens et les Palestiniens, pour
pour ne pas vouer d'emblée l'effort à l'échec. Le constat français est que les négociations directes israélo-palestiniennes n'ont mené nulle part ces dernières années et que le statu quo menace de dégénérer à une nouvelle escalade. Des violences sur le terrain ont fait plus de 230 morts depuis le 1er octobre. Dimanche et lundi en Israël, M. Valls avait multiplié les gestes symboliques et les déclarations d'amitié envers l'État hébreu pour convaincre que la France n'avait pas d'autre parti pris que la paix. Il s'est employé à procéder de même lundi et mardi auprès des Palestiniens, eux largement acquis pour leur part aux efforts français. Et donc finalement, avant de parler de tous ces angles, de tous ces détails sur l'initiative française et la coopération entre l'Égypte et la France en détail, je vous invite donc à suivre ce dernier commentaire avant d'entamer avec mon invité, M. Folkrad Winfour, nos questions qui devront être posées ce soir. Le dernier commentaire donc est consacré aux dernières recherches concernant les deux boîtes du crash de l'avion d'Égyptair 804, puisque nous sommes au 7e jour toujours, mais on tient toujours à affirmer aussi bien en Égypte et à la presse égyptienne et internationale que aucune hypothèse n'est privilégiée, aucune hypothèse n'est écartée, les interrogations demeurent et les recherches se poursuivent toujours. L'enquête, bien sûr, certainement progresse et les sincères condoléances sont également présentées aux familles des victimes. Les dernières nouvelles concernant les recherches sur cette enquête concernent les déclarations des médecins légistes en Égypte qui ont prélevé hier l'ADN de proches des victimes du vol de Paris-Le-Caire afin d'identifier les membres humains repêchés depuis que l'avion s'est abîmé en Méditerranée, a indiqué la compagnie aérienne d'Égyptair. Les membres humains sont arrivés à la morgue au Caire dimanche et lundi, c'est ce qu'a indiqué le président d'Égyptair, Safwat Moussallam. Nous avons des détails, mais surtout pas d'images concernant bien sûr ces membres d'organes des familles des victimes, mais plus de détails sur les derniers résultats de l'enquête du vol d'Égyptair. Notre collègue Sora Al-Mahrabi et Ayachel vous donnent ces détails. 6 jours après le drame, les autorités cherchent toujours à déterminer les causes du crash et à trancher entre l'hypothèse de l'acte criminel ou terroriste et l'accident dû à une avarie. L'examen de la carlingue ou des boîtes noires, si elles sont retrouvées, permettra peut-être d'en savoir plus. Des prélèvements ADN ont été effectués avec les familles des victimes pour déterminer l'identité des victimes, précise un communiqué de la compagnie Egyptair. L'Institut médico-légal a par ailleurs démenti des informations publiées mardi par des médias selon lesquelles l'analyse des parties des corps repêchés montrait qu'il y avait eu une explosion. Le directeur de l'Institut, Hicham Abdelhamid, a affirmé que ces informations n'étaient pas avérées, n'y voyant que des hypothèses qui n'émanent pas de l'Institut. Des experts et des sources proches de l'enquête ont pour leur part assuré que les informations publiées dans la presse ne permettraient en aucun cas de tirer une quelconque conclusion sur les causes du crash. Dans un avion qui tombe, il y a forcément une explosion à un moment ou à un autre qui réduit l'appareil en pièces, que ce soit en l'air, le résultat d'une explosion due à une avarie ou un acte criminel, ou quand l'appareil touche la mer, après une chute de 11 km de haut, comme pour l'Égyptair, a commenté une de ses sources. Cela ne fait pas avancer l'enquête, à moins qu'on trouve une trace d'explosif, ce qui n'est pas le cas à ce stade selon cette source. L'appareil d'Égyptair qui assurait la liaison entre Paris et Le Caire a disparu des écrans radars jeudi matin au-dessus de la Méditerranée alors qu'il entrait dans l'espace aérien égyptien. Il transportait 10 membres d'équipage et 56 passagers, dont 30 Égyptiens et 15 Français. يقدم مشروع معدات وافراد وكل الدراسات الخاصه به تم الانتهاء منها.
أول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل شغال على الأرض. أراضي اتعملت واتجهزت، أبار اتحفرت واتجهزت واتحطت عليها وسائل الري بتاعها. إن احنا مش هنعمل حاجة إلا إذا كانت مدروسة كويس. انتوا بتعملوا حاجة عظيمة جدا، ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، نفضل نشتغل. الدولة ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدولة. بناء البلاد جهد وعرق وإخلاص وأمانة. أنا أتحدى أي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Info, débat ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Alors nous revoilà donc pour cette dernière partie de direct avec mon invité ce soir, Monsieur Folkra Winfour, président de l'association de la presse étrangère en Égypte. Bonsoir Monsieur Folkra. Bonsoir. Voilà, donc puisqu'aujourd'hui je mets un peu en relief la relation, la coopération Égypte-France depuis même 1826, depuis l'époque de Mohammed Ali. Et aujourd'hui spécifiquement, nous savons que cette relation est très ancienne, est très profonde, mais les trois angles aujourd'hui concernent un peu la position de la France. Donc nous allons commencer par, premièrement, par la visite du grand imam d'Al-Azhar, qui est arrivé hier, qui a été accueilli par le président français, comme elle l'a cité, et qui a tenu surtout à mettre l'accent sur l'importance du dialogue entre la culture, le dialogue et la tolérance entre les cultures et les religions. Pourquoi ce timing de la visite et pourquoi le grand imam d'Al-Azhar a-t-il choisi, après le Vatican, de visiter la France et d'accorder son soutien et son support à la France spécialement lors de cette visite? En principe, on doit admettre que l'islam, comme il est enseigné et expliqué par des officiels, veut dire des savants liés à la religion,
comme une religion tolérante. Et vous savez, dans chaque religion, il y a des aspects qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je crois le développement de quelques groupuscules ou groupes qui s'appellent, par exemple, l'armée de Mohammed ou le Beit el-Maqdis et Daesh et les troupes du califat. Toutes ces tendances et groupuscules, je ne veux pas dire partis politiques. Non, des organisations plutôt. Oui, bien sûr. Ils se réfèrent à l'islam. Et le représentant le plus respecté dans le monde islamique, sunnite au moins, et dans le monde tel quel, c'est le grand cheikh de l'Azhar, parce qu'il représente l'institution islamique plus ancienne et d'une certaine façon comparable au Vatican. Et je crois, après toutes ces divergences entre les intolérants qui veulent convaincre leurs adhérents que l'islam n'est pas tellement tolérant envers les autres, doivent être démontrés par le chef de l'Azhar, le speaker, si vous voulez, de l'islam, qui a une histoire de plus que 1000 ans, a ressenti qu'il est absolument nécessaire que lui-même, comme porte-parole supérieur de cette institution islamique très tolérante, doit mettre les choses à la lumière. Et je crois la rencontre même, avant la rencontre avec le président François Hollande, au Vatican, a été effectué avec le même but, pour montrer au musulman tel quel et au public mondial, en Europe et dans tous les continents, que l'islam respecte les autres, et spécialement les chrétiens qui sont maltraités par ces organisations, pas seulement intolérantes, inhumaines, qui ne doivent être appelées qui représentent l'islam. Non, jamais. Et le président français, en même temps, était attaqué par quelques durs dans les deux champs, et d'être partisan. Oui, il est partisan d'une seule chose, à la tolérance. Parce que après la Révolution française, en 1789, les principes essentiels de cette révolution sont respectés et sont en valeur, avec quelques interceptions, mais il n'y a pas de contradiction entre les valeurs françaises, veut dire la révolution, et même la révolution égyptienne, ou les deux révolutions l'ont démontré aussi. Mais à la lumière de quelques, disons, déclarations très ennuyantes de quelques politiciens en Europe, en
Oui, mais monde islamique quand les des déclarations, extrémistes, il est formidable qu'il est le plus haut représentant des valeurs de la Révolution française. C'est le président français. Et qu'elle est le représentant de l'islam dans le sud, qu'il est très bien respecté dans tous les parties du monde, se rencontrent et déclarent unisono qu'ils respectent les mêmes valeurs essentielles. Oui. C'est important. Monsieur Folkrad, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, il a surtout appelé lors de sa rencontre avec le président français à lever les obstacles quant à l'intégration des musulmans en Europe. Est-ce que vous pensez que ces obstacles qui sont émis par les Français, pas par les Français, je veux dire, envers les musulmans dans toute l'Europe, c'est surtout à cause de toutes ces attaques terroristes qui ont été vues en Belgique, en France, et même le crash du vol d'Égyptaire qui est en fait un avion qui a décollé de Charles de Gaulle à Paris. Tous ces obstacles, sont-ils des anciens obstacles dont on ne prêtait pas assez d'attention ou deviennent-ils de plus en plus profonds avec ces J'ai vu une chose. Il faut clarifier principalement que les réfugiés qui sont en train de venir en Europe, et spécialement pas en France, en Allemagne et en Suède. Oui. En Allemagne elle-même, nous avons reçu plus qu'un million de Syriens, dont plusieurs centaines de milliers de chrétiens aussi. Mais en même temps, après les éclats et les incidents, les attaques farouches à Bruxelles, à Paris, quelques autres pays occidentaux, capitales en général, un certain pourcentage de la population française, bien sûr bruxelloise, belge, ont commencé à se demander est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes avec la religion de l'islam. Ce n'est pas la majorité, quelques-uns. Et c'est pourquoi, je crois, cette réponse a été donnée d'une façon très claire. Et ce que demandait le grand cheikh de l'Azhar est dans la même direction. Il n'a pas accusé les Européens, les Français, les Italiens. Non, au contraire. Il a même, avant ça à plusieurs reprises, se dirigé aux extrémistes qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils disent et qui surpassent les limites de l'islam même. Et ça doit être clarifié toujours, parce que ça prend encore un peu de temps. Et je crois c'est la seule façon d'arriver, de raccourcir le chemin pour lancer comment dire, je veux pas dire une offensive de clarifier, mais une campagne d'éclaircir les vérités et les bases. Parfait. Monsieur Folkrad, est-ce que vous pouvez brièvement, dans 2 mots, qualifier cette visite du grand imam d'Al-Azhar en France? En France, il y a plus que 5 millions de musulmans, dont la majorité sont originaires de l'Algérie et dont leurs parents, ils ont des jeunesses, je crois, 80% de ces musulmans dans les grandes banlieues, à Paris, Saint-Denis, n'importe où, et à Lille, Roubaix, même Marseille, sont c'est la nouvelle génération, les jeunes. Ils n'ont plus
le même sentiment que leurs parents qui ont opté pour la France au lieu de rester en Algérie. Non, je parle de comment vous qualifiez la visite du grand imam d'Al-Azhar en France. Oui. Un seul mot, une visite, si on appelait, si Je vous dis, sa je vous visite dis. au Vatican est une visite historique. Oui, bien sûr. Parce que en France même, il y a un mouvement islamique très intéressant qui était originaire de l'ancien grand imam de la mosquée de Paris, qui ne vit plus, et un des très grands Arkoun, Mohamed Arkoun, très grand ouléma islamique, pas seulement modéré, veut dire islamique propre. Et il y a beaucoup d'adhérents. Et ces thèses ont été propagées par l'Azhar même dans le temps. C'est une considération qui vaut la peine. D'accord. Parfait. On passe au deuxième sujet, toujours concernant la France et son initiative de regrouper, rassembler les grands représentants de la communauté internationale le 3 juin pour tenter de trouver une solution à la crise, pas la crise, disons, au processus de paix israélo-palestinien qui est au point mort, bien sûr, depuis des décennies. La France a donc décidé de faire ce rassemblement, ou une petite conférence, disons, entre les chefs de la diplomatie, sans les Israéliens et sans les Palestiniens, le 3 juin, avant son appel à l'automne pour une conférence internationale tentant de trouver une réponse de la part des deux côtés, bien sûr refusée par le côté israélien, ce qui était attendu. Pourquoi, encore une fois, la France ne cesse, a toujours l'espoir. Certainement, si la France a déjà lancé plusieurs initiatives, c'est certainement qu'elle voit une lueur d'espoir quant à la fin, de mettre fin à ce processus. Je commence avec un appel aux dirigeants allemands, comme les pays européens, avec des relations spéciales avec Israël, à cause, nous savons, mais en même temps, il est absolument nécessaire de faire quelque chose de convaincant de la part des grands pays d'Europe et de l'Est en général, afin de bouger maintenant. Et il faut une initiative européenne, parce que je ne crois pas que les États-Unis, avant les élections présidentielles, sont dans une situation leur permettant, disons, d'agir de la façon voulue, mais on ne doit pas permettre que dans un temps, une période où il y a si beaucoup de difficultés dans cette région du monde, les révolutions, les contre-révolutions, les perturbances, les guerres fratricides en Syrie, le Yémen, la Libye a déjà commencé à... Je crois il y a un grand danger que ces choses, ces querelles, les guerres et fratricides, et ces nouvelles même, couvrent tout l'écran afin que la question palestinienne perd, pour un certain temps au moins, un peu d'importance et attention nécessaire. Si l'on laisse les Palestiniens avec leur destin sans essayer, ou plus que seulement essayer, de convaincre les publics ouest de faire des efforts convaincants afin
d'arriver à un plus grand dialogue. Il faut appliquer ce qui a déjà été établi comme nécessité par les Nations Unies et même quelques autres instances internationales sur... Est-ce que vous êtes... Et c'est le moment de le faire. Oui. Sinon, on reste comme la majorité des autres pays qui ne bougent et ne font rien. Et les Palestiniens perdront plus d'attention à cause des autres des événements, des autres crises sur la scène régionale et guerre, internationale, etc. les élections américaines aussi. Oui, et les nouvelles explosives, c'est normal. Oui. C'est pourquoi maintenant, il faut le faire. Il faut le faire. Et je crois que c'est une très bonne initiative française. Et en même temps, je crois que le Parlement européen, qui quelquefois s'occupe, même partiellement, de la situation au Moyen-Orient, pas seulement dans le monde arabe, islamique, mais est aussi appelé à agir et à répondre. Oui, d'accord. Je vais passer au troisième sujet, Monsieur Folkrat. Ce soir, j'ai beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler des résultats de l'enquête du crash de l'avion. Avant de parler de ça en détail, puisque nous n'avons toujours pas de résultats, à part tout ce qui est sur la scène, les ADN qui ont été prélevés des familles, pas d'hypothèse privilégiée, les mêmes déclarations, qui sont d'accord en fait de la part des autorités égyptiennes, françaises et grecques aussi, les demandes par le parquet égyptien pour de toutes les interrogations entre les membres d'équipage et entre les contrôleurs aériens. En fait, nous attendons toujours, nous sommes toujours à la recherche des boîtoirs. Entre-temps, nous avons plusieurs médias occidentaux égyptiens. Avant de parler de la couverture de cet événement du crash, je vais revenir, disons, 20 ans en arrière. Nous avons tous étudié ce que c'est l'information. C'est quoi le journalisme de l'information? Est-ce que, Monsieur Folkrat, vous êtes président de l'association de la presse étrangère en Égypte. Aujourd'hui, comment vous voyez les éthiques du journalisme en général? Je ne parle pas du journalisme égyptien ni du journalisme étranger. Les éthiques, on nous a appris objectivité. Notre mission, comme journaliste, comme représentant de la presse, des médias en général, c'est la recherche de la vérité et de rapporter au public, par tous les moyens possibles, ce qui se passe. En même temps, il est possible aussi d'évaluer ce que l'on a déjà trouvé, mais en même temps, en ce qui concerne les deux avions, l'avion russe et l'égyptien cette fois-ci, il est absolument, je crois, néfaste d'établir d'une façon ou l'autre les causes. Les conclusions. On peut dire, il y a quelques possibilités, on peut réfléchir, on peut dire, mais on ne peut jamais dire. C'est cette raison. Il faut admettre que jusqu'à maintenant, personne n'est capable de dire, je suis sûr que ces choses, il les mentionne, sont les vraies causes. Non, il faut entendre. Même si après un certain temps, toutes les vérités seront trouvées et présentées, quelques visions ou explications seront vraies après, mais à ce moment-là, on ne peut pas. On dit, oui, il y a des probabilités, mais nous n'avons pas encore le droit de dire cette raison ou telle raison
Probabilité, mais sans certitude, vous voulez dire. Parce que je crois, c'est une tendance bien connue, même en autres cas pareils, les nouvelles explosives sont plus longtemps pour quelques-uns ou quelques-unes que des recherches plus profondes. Il faut plus travailler, pas seulement dépendre sur quelques messages vidéo, etc., etc. Et Monsieur Folkrad, est-ce que pourquoi plutôt les médias sont toujours accusés de maquiller les nouvelles Pas tous. Et dans la fin des choses, la vérité s'impose. Mais il faut avoir assez de patience d'attendre jusqu'à ce que nous avons les faits qui nous permettront de décider et de dire cette chose était la raison, la cause. Avant ça, dans toutes les solutions, disons des divisions probablement correctes ou non correctes, mais on ne peut pas se concentrer et présenter quelques visions, explications comme les seules causes acceptables. Mais ça est déjà en marche. D'accord. On a aussi lu, surtout ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, sur quelques pages aussi de plusieurs presses, sans citer, ce sont quoi exactement. C'est quoi la différence entre un journalisme de sensation et le journalisme d'information? C'est ça que je dis. Et justement, les nouvelles... dans quelles conditions peut-on imposer en tant que rédacteur en chef plutôt d'un tel journal? J'impose à mon journaliste ou à mon correspondant qui est par exemple là, mon correspondant par exemple en France ou en Belgique ou au Maroc, non, je veux un article basé sur la sensation. Je veux que vous sensationnalisez cet article. Sur quelle base demande-t-il à son journaliste, le rédacteur en chef, de lui faire un article de sensation? J'ai vu une chose, ma propre opinion. Pas seulement en relation avec les deux accidents avec les avions, cet avion. Ceux de mes confrères de profession qui dépendent essentiellement, maintenant c'est plus facile, bien, sur disons, les Facebook, les réseaux sociaux, nouvelles digitaux, se facilite les choses. C'est très... pour lui donner plus d'ampleur. Très modestement exprimé, mais ce n'est pas le journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Moi, je n'accepte jamais de dépendre totalement, même partiellement quelquefois, sur des nouvelles qui me sont envoyées sur mon laptop. Non, il faut rechercher, il faut faire des recherches comme toujours, comme avant, et ne pas dépendre plus. Il y a des gens qui dépendent totalement sur cette mode de vie. D'accord. Et si on parlait des éthiques, en fait... C'est en danger, même dans notre... Les éthiques, on a appris, Monsieur Folkrad, il y a des années concernant le journalisme. Est-ce que vous pensez que ça commence à s'évaporer, on a toujours les mêmes bases du journalisme? Non, ça a changé déjà. Ça a changé. Et nous sommes entrés dans une phase très dangereuse. Oui. Parce que ceux qui pensent que c'est la liberté totale, non. C'est la liberté à jouer avec les vérités, avec les faits. On ne peut plus... c'est un labyrinthe. Non. D'accord. J'insiste que l'on continue, on revient aux méthodes bien éprouvées. D'accord. Jusqu'à maintenant, ça a été dans la fin le principe de progresser les médias.
Des médias. On va s'arrêter quelques instants. Nous avons en ligne avec nous Madame Farida Choubachi, journaliste écrivain. Bonsoir Madame Farida. Bonsoir. Merci bien d'être avec nous ce soir. Madame Farida, l'émission aujourd'hui, on parle de plusieurs angles, mais surtout dans le cadre de la coopération France-Égypte. Comment, brièvement, vous pouvez nous, nous parler de cette coopération, surtout dans le domaine du crabe de l'avion d'Égyptaire, puisque nous sommes au 7e jour et apparemment les autorités égyptiennes sont toujours en bon train avec les autorités françaises, les mêmes déclarations, la même prudence et les mêmes hypothèses. Moi, je pense que, personnellement, c'est une impression personnelle, que c'est les relations franco-égyptiennes ou égypto-françaises qui ont été visées par l'affaire de l'avion. Soit l'incident est dû à un acte terroriste ou bien à une défaillance technique, peu importe, mais la réaction était dirigée vers la nuisance aux relations égypto-françaises. Mais je pense quand même que les deux directions des deux pays en sont conscients et je pense que c'est pas à chaque entrave qu'on va s'arrêter et éliminer nos relations et notre passé, notre coopération avec un pays ou l'autre. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour l'Italie aussi. Oui. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup d'Égyptiens maintenant qui sont certains que l'Égypte est visée d'une façon, même plus que méchante. Et là, il faut surmonter ces obstacles-là, il faut avancer vers les relations et la coopération avec tout le monde sur les bases que nous avons, nous, choisies, de ne pas toucher à notre indépendance nationale ou à nos intérêts, les intérêts communs. Nous, on n'est pas un pays égoïste, nous sommes un pays qui donne, qui a donné à toute l'humanité depuis des siècles et des siècles, et même des millénaires, et ça c'est la nature de l'Égyptien, et c'est la nature du peuple égyptien. D'accord. Et puis, moi je trouve que la France a pris une bonne position dernièrement, et on a eu comme hôte important et ami Monsieur François Hollande, le président français. Il a eu une discussion avec notre président, le président Assisi. Et moi, je pense qu'on va surmonter cet incident, qu'on va le dépasser, qu'on va essayer d'approfondir les relations entre les deux pays. D'accord. Madame Farida, très brièvement, j'ai demandé une question à Monsieur Folkra aujourd'hui concernant est-ce que les règles qu'on a apprises dans le journalisme, les éthiques du journalisme d'information, ont-elles changé ou pas? Non, elles n'ont pas changé, elles ont été toujours comme ça, elles ont été toujours utilisées à des mauvais desseins par les gens qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas honnêtes, même dans leurs désaccords. Alors là, nous avons vu comment le jour de l'avion russe, tout le monde, tous les doigts se sont pointés vers notre aéroport, alors que là, personne n'a parlé d'un très grand aéroport, l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Et là, les mauvaises intentions sont reflétées dans le traitement de cet incident, malheureusement. Et j'espère que aussi ça, on va guérir de cette maladie-là. D'accord. Madame Farida Choubachi, écrivain journaliste, merci infiniment pour votre intervention ce soir. Voilà, donc Madame Farida pense que le journalisme et les règles, les éthiques du journalisme n'ont pas changé, mais plutôt ils sont instrumentalisés ou manipulés selon des propres... ce n'est pas nouveau, mais je veux dire, le fait même qu'un pourcentage augmentant de nos confrères dépend de quelques-uns totalement des informations indirectes par des médias sociaux, je veux dire quels médias, d'une façon effrayante, ça me laisse sentir comme bonjour les méthodes que nous connaissons jusqu'à maintenant, et nous suivons jusqu'à maintenant, perdront d'importance.
Et par cette façon-là, nous ouvrons les fenêtres et les portails, pas seulement les portes, des malfaiteurs, bien sûr. Et finalement, Monsieur Folkrad, est-ce que la politique rédactrice de chaque journal, oui. Très brièvement aussi, puisque le temps est très serré en fait, la politique rédactrice de chaque journal devrait-elle différer d'un pays à l'autre ou d'une cause à l'autre? Elle est toujours la même. Je voudrais bien saisir. Je veux dire, la mission essentielle de la presse et du journaliste correspondant, non correspondant, ne doivent pas changer, ne doivent pas être devenir en deuxième catégorie, non. Rapporter ce qui se passe, ce que nous avons. On peut avoir des pensées et des idées, et on peut le dire, mais il n'est pas accepté que nous désignions une certaine, que nous essayons de former ou d'amplifier une opinion dans un certain secteur à des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à la vérité. D'accord. Parfait. Monsieur Folkrad Windfuhr, vous êtes président de l'Association de la presse étrangère en Égypte. Merci infiniment. Nous avons couvert assez d'angles aujourd'hui, en fait, plusieurs sujets, et surtout dans le cadre de coopération entre l'Égypte et la France. Merci infiniment. Voilà, donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition de Direct. On vous donne rendez-vous demain, une nouvelle équipe, une nouvelle émission de Direct. Merci à tous et passez une très bonne fin de soirée.